Chose à présent, jeudi prochain, 8 mai, nous allons commémorer la capitulation du Troisième Reich, l'occasion de rendre hommage aux troupes françaises qui ont participé aux toutes dernières batailles. L'unité la plus connue est sans conteste la 2e DB du général Leclerc et il y a 80 ans, jour pour jour, le 4 mai 1945, ces hommes arrivaient aux portes du fief d'Hitler dans les montagnes du sud de l'Allemagne. Un zoom exceptionnel signé Romain Gouachon et Bertrand Lachat. Les yeux rivés sur Strasbourg, ce fut la promesse d'un général pas comme les autres. Répondant à l'appel du général de Gaulle, abandonnant nos familles, décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire. Leclerc de haute cloque, le refus érigé en principe, l'insoumission, même envers ses propres chefs. Jurer de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. 1941, Leclerc est en Libye. Il libère de l'ennemi la localité de Koufra avec 300 hommes et un seul canon. Par une audace qui frise l'utopie, il y promet de libérer Strasbourg de l'Allemagne nazie. Il n'a pas 40 ans, il crée de toutes pièces son propre régiment, la 2e division blindée. « 80 ans après, la capitale alsacienne garde ici et là les gerçures de ces combats. » On a encore des vestiges des combats de la libération du 23 novembre 1944. C'est ce qu'on peut voir ici sur le palais de justice. Il y a un certain nombre d'impacts de balles qui grêlent toute la façade. Et alors les soldats allemands étaient surpris de voir arriver les Français. Certains officiers rentraient notamment du marché avec leur épouse au bras. Stratège hors pair, Leclerc fait de l'effet de surprise une science personnelle. Il évite le choc frontal, préfère le contournement et refermer son piège sur un adversaire dépassé. Strasbourg réalise enfin qu'elle est libre. Une culture de la guerre transmise à la descendante de la 2e DB, toujours présente à Strasbourg, derrière une lourde porte. Bonjour. Au palais du gouverneur de la ville. Enchanté. Romain, c'est le lieutenant Bouillet. Enchanté. Bonjour. Bonjour mon capitaine. Bienvenue ici au palais du gouverneur, qui est également appelé le tête de commandement. C'est ici aujourd'hui qu'il y a l'état-major de la 2e brigade blindée, l'état-major bien sûr qui est héritière donc, de la 2e division blindée. Ici, personne n'oublie le 23 novembre 1944, date de la libération de Strasbourg. Leclerc reçoit de ses hommes le nom de code de la 2e DB, Tissu et dans iode, pour annoncer son entrée dans la capitale alsacienne. Le char Évreux a été un des premiers chars à rentrer dans le centre-ville. Et donc là a été donné le fameux message codé « Tissu et dans l'iode ». Et donc c'est le 12e cuir, donc, qui était un des premiers régiments donc, à rentrer dans Strasbourg. Et d'ailleurs le fanion, il est présent ici. Le journaliste qui vous évoque cette histoire est lui-même descendant d'un officier de la 2e DB. Le chef d'escadron, Robert Fantou, faisait partie de ce 12e régiment de cuirassiers. Il était mon grand-père et m'a raconté que Strasbourg libre n'en avait pourtant pas été à sa dernière bataille. En voici la preuve. Trace d'éclat dans les derniers obus tirés sur Strasbourg. Le 15 ou le 13 Le 15 avril, le 15 avril. 45. Ah. Donc c'est après la libération de Strasbourg. Il y a des combats qui continuent, malgré tout. Strasbourg a été libéré le 23 novembre 1944, mais en fait, l'Alsace n'a pas été libérée complètement. Alors là, nous sommes avenue des Vosges, avenue de la Forêt-Noire. C'est la route qu'a emprunté donc, les chars de la 2e division blindée. Elle nous mène droit à un vestige figé sur place. Le char Cherbourg de la 2e DB est le premier à tenter de franchir le pont de Kehl, qui joint la France à l'Allemagne. Son chef, Albert Zimmer, est tué sur le coup. Une mémoire de plus pour la 2e brigade blindée, à la fierté, elle, intacte. Comme une porte qui s'ouvrirait sur le temps. Les réserves du musée historique de Strasbourg regorgent de passés militaires. Ces employés du musée ont eu, eux, le choix des armes, mis au jour d'une relique qu'il faut protéger des lumières. Le drapeau est très fragile. Alors la dernière fois qu'il a été déplacé, c'est tout récemment, c'est pour le 80e anniversaire de la libération de Strasbourg. C'est bon pour toi. Et ensuite, il est revenu ici, il est revenu dans sa caisse pour rester à l'abri de la lumière, en fait. Une étoffe fabriquée à la hâte par une charcutière strasbourgeoise, Emilienne Lorenz. Et donc, elle a fabriqué ce drapeau avec un morceau de son tablier qu'elle a teint en bleu. Le blanc, ça provient d'un drap de lit et le rouge d'un drapeau nazi.
C'est le drapeau original qui a été monté sur la flèche de la cathédrale le 23 novembre 1944. Alors que nous rendions ce fragment d'histoire à ses profondeurs, nous avons remarqué dans ces mêmes réserves ce à quoi Strasbourg a échappé de peu. Des plans originaux traçant les projets d'Hitler pour aménager la ville à son goût très personnel. Cotel-Henri, décédé au mois de mars 1945. François Jacques, en 1941. À la nécropole Cronenbourg de Strasbourg, les croix blanches se succèdent, macabre forêt de pierres. Ici, 2000 Français, 1000 Allemands ont payé le tribut de la guerre. Des tombes juives, musulmanes, parmi les 14 000 soldats de la division blindée, plus de 3000 proviennent des colonies, témoins muets d'un régiment pluriethnique. C'est la 2e division blindée, il y a plusieurs croyances politiques, plusieurs croyances religieuses, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a des quakers aussi, il y a des Alsaciens, il y a des Français. Le général Leclerc a vraiment fait un travail assez remarquable de cohésion, de mixité dans son unité. Un registre indique les tombes des soldats 2e DB. Jean-Baptiste Houchet, capitaine aumônier, tombé en portant secours à un camarade blessé. Autant d'ombres restées à l'esprit des survivants, comme Roger Lenerès, 103 ans. Son épouse a le même âge. Ils fêteront l'année prochaine leurs 80 ans de mariage. Romain Gouachon, enchanté. Et moi aussi, enchanté de faire votre connaissance. Et merci de nous recevoir. Mais c'est tout à fait normal. On était avec le 12e cuir. Ben voilà, vous étiez tout près de mon grand-père. Ben oui. C'est extraordinaire. Il s'appelait Robert Fantou. Alors, si ça se trouve, il est peut-être dans le charme qui était derrière moi. Alors, si ça se trouve. J'ai eu des éclats dans l'épaule. J'ai eu un éclat qui rentrait ici aussi. Depuis son débarquement en Normandie, la 2e DB fonce vers Paris qu'elle libère, puis Strasbourg. À ce stade, Roger Lenerès et les autres hommes de Leclerc n'ont plus qu'une idée en tête. Au mois d'avril, direction l'Allemagne. Notre direction, c'était Karlsruhe, qui était en ruine. Une ville qui était complètement détruite. L'Allemagne nazie est à son crépuscule. Hitler est à quelques jours de son suicide, le pays est à genoux, 12 années de dictature et de guerre. On est passé au milieu des Allemands, on n'a pas tiré un coup de mitrailleuse ni un coup de feu. Non. Et eux, ils nous ont regardé passer, ils ont dû aussi se demander qui on était. Entièrement équipés par l'armée américaine, les soldats de la 2e DB ne sont pas clairement identifiables. Ils traversent l'Allemagne direction la Bavière, Berchtesgaden, le repère d'Hitler, et entament une course inattendue contre leurs propres alliés. On se disait, c'est une course entre les Américains et les Français pour savoir quels vont être les premiers qui vont arriver donc sur Berchtesgaden. Alors évidemment, sur l'autoroute, la military police nous aiguillait. Et moi, je me rappelle, mon chef de peloton m'a dit « on passe, on ne tient pas compte ». Puis enfin, sur leur route, un imposant massif de montagnes, l'Obersalzberg. Derrière cette muraille naturelle, l'antre du Führer. Difficile d'envisager que pareille splendeur a été l'écrin d'aussi sombres chapitres. On parlait d'une idée, le d'Hitler. Perché à 1800 mètres d'altitude, il est toujours là, ce nid d'aigle. Mais ce n'est qu'un salon de thé où Hitler ne va que très rarement. C'est 600 mètres plus bas, à Berchtesgaden, que le Führer s'installe au mi-temps des années 30, un complexe nazi. Son chalet trône au milieu des hauts dignitaires du parti comme Hermann Göring ou Martin Bormann, ou encore à côté d'une immense caserne SS, sa protection rapprochée. Voici la vallée de la montagne Obersalzberg, qui abritait bien sûr le Berghof d'Adolf Hitler. Dans sa paranoïa, le dictateur avait fait équiper toute la vallée de 64 batteries anti-aériennes et pouvait plonger la vallée elle-même dans un brouillard artificiel. Le sous-sol de cette vallée n'est qu'une immense galerie de bunkers, 6 km de béton censés accueillir Hitler et son entourage en cas d'attaque, dont l'abandon précipité semble dater d'hier. Au détour d'un couloir, au mur, une inscription témoigne de la chute du Reich, signée 2e DB, et son symbole, la croix de Lorraine. Nous sommes en face des initiales de 3 soldats, AG, PS et DA, qui sont arrivés ici le 5 mai 1945. On peut noter l'inscription de 2 croix de Lorraine. À Berchtesgaden, les pertes sont lourdes en 1945. En témoigne son petit cimetière. Les soldats allemands tombés sont toujours portés au souvenir du visiteur.
Malgré un destin tragique, la ville a aussi prospéré grâce à la présence du dictateur. Ça et là, des symboles dénazifiés restent au mur, comme sur celui du bureau de poste ou encore à la chancellerie du Reich. L'aigle qui est toujours là, mais qui a été dénazifié puisque la croix gammée n'est pas là. C'est-à-dire que la croix de gammée était dans la couronne de feuilles. Exactement, toujours. La croix gammée était dans la couronne de feuilles. Hitler a passé la moitié de sa vie ici à Berchtesgaden. Et donc, il a besoin d'une chancellerie pour pouvoir signer ses actes, d'une chancellerie qui puisse continuer le travail administratif qui est celui de la chancellerie de Berlin. C'est pas dans les écrits la deuxième capitale du Reich, mais c'est dans les faits la deuxième capitale du Reich. Ici, 80 ans après, le sujet reste sensible. Notre entretien va tourner court. La poignée de main nous est refusée. Ici, c'est privé. Mais surtout, votre présence n'est pas souhaitée. Durant des années, dans ce cadre idyllique, les pires décisions furent prises par Hitler. Pendant ce temps, l'insouciance et la légèreté, notamment de sa compagne, Eva Braun, s'accommodent de l'horreur des camps. On chérit ses enfants pendant que l'on assassine ceux des autres. Le 25 avril 1945, le Berghof déserté par Hitler est bombardé par l'aviation britannique. Le 4 mai, la 2e division blindée arrive enfin, talonnée par les Américains qui, sur ces images exceptionnelles, tentent de pénétrer dans les chalets. Ils viennent de là, ils viennent pas d'en haut, ils tournent, et là, ils vont tomber sur la route principale, sur le chemin, c'est pas une route, hein, sur le chemin qui mène au Berghof, et d'ailleurs, le mur d'origine est toujours là. Nous sommes très exactement là, et c'est pour ça que c'est encore un petit peu en pente. Ça monte un petit peu, puis après, ça devient plat. Aujourd'hui, l'emplacement du Berghof est devenu un jardin public. Jamais vraiment exorcisé des fantômes d'hier. On passe le grand salon, on traverse en fait le grand salon, et là on se retrouve à peu près à cet endroit-ci, sur la grande verrière, face auquel Hitler avait son bureau à la fin, et avec cette vue incroyable qui n'a pas changé évidemment. Chaque jour, un employé de la ville vient effacer des messages d'apologie du nazisme inscrits sur l'écorce des arbres de ce site. Triste persistance de l'histoire, quand les soldats de la 2e DB avaient préféré s'emparer, eux, dans un Berghof en flammes, de trophées de leur victoire. C'est une bonbonnière en cristal, et l'officier qui l'a récupérée a fait graver un message, quasiment qu'un message, une petite bulle temporelle, enlevée du chalet d'Hitler en flammes par le capitaine Musnier, 2e DB, Berchtesgaden, le 5 mai 1945. Mais ce qui est très intéressant, c'est que j'ai retrouvé une photo où on voit cette bonbonnière, et en fait, elle est dans la chambre d'Eva Braun au Berghof. Ce fut notamment le cas de mon grand-père, qui rapporta ce livre sur la ville de Rome, issu de la bibliothèque du Führer. Mais au cours de cette épopée, il rencontra surtout ma grand-mère, elle aussi membre de la division Leclerc, dont l'ultime message est inscrit sur ce télégramme historique ici conservé. Ce matin, couleur française flotte sur nid d'aigle d'Hitler de Berchtesgaden, signé Leclerc. Donc c'est le télégramme qui va être envoyé à toutes les unités de la 2e DB pour expliquer que la 2e DB est arrivée à sa destination finale et que la guerre est terminée. C'est un véritable symbole. C'est l'arc de triomphe de la 2e DB. Quant à savoir qui est arrivé véritablement le premier au Berghof d'Hitler entre les Américains et la 2e DB, il ne s'agit sans doute que de quelques heures que l'histoire retiendra, comme celle de la liberté retrouvée.